Maintenant, vous avez, et vous en connaissez sûrement, vous en avez entendu parler, les sociétés de capital risque. Alors, les sociétés de capital risque, c'est vrai qu'en ce moment, on en entend moins parler des sociétés de capital risque. C'est vrai qu'elles ont été très à la mode à la fin des années 90 et au début des années 2000, avant l'effondrement, le dernier, de la bourse suite à l'éclatement de la bulle dite d'Internet, où énormément de sociétés de capital risque avaient investi dans des sociétés, justement, notamment qui travaillaient sur les nouvelles technologies. Donc, que sont les sociétés de capital risque? Elles concernent, ou le capital risque si vous préférez, concerne toutes les activités d'apport de fonds propres à des sociétés non cotées, bien entendu, et notamment pour le financement de projets émanant de PME innovatrices, en particulier donc dans ce qu'on a appelé les NTIC, les nouvelles technologies de l'informatique. Et voilà, donc vous aviez toute et la communication. Hein, donc vous aviez énormément de sociétés qui se sont créées dans les années début des années 2000. Ou innovatrices, par exemple, ça peut être des domaines dans la robotique ou ce genre de choses, bien entendu. D'accord ? Alors, la typologie du capital risque, on distingue trois formes d'opérations. Le capital risque création, le capital risque développement et le capital risque transmission. C'est-à-dire que vous le comprenez, le capital risque création, il est destiné à financer en fonds propres une entreprise à risque technologique qui a moins de 3 ans d'existence. Soyons clairs et soyons francs, ça n'existe pas beaucoup. D'accord ? C'est-à-dire, parce que vous comprenez, quand une société se crée, même si elle a un fort potentiel, on n'en sait encore rien, on n'a aucune certitude. Donc si une société de capital risque met de l'argent là-dedans, si la boîte plante, ils ont tout perdu. Vous comprenez bien qu'ils préfèrent, où on voit plus souvent, le capital risque développement. C'est-à-dire que là, la société existe déjà. Alors bien entendu, depuis peu, parce que sinon, d'accord, et il y a moins ou pas de risques technologiques, d'accord. Et là, en général, le capital risque développement, ça permet, si vous voulez, à la PME, parce qu'évidemment, c'est une PME, à faciliter son introduction en bourse par la suite, bien entendu. Et vous avez le capital risque dit de transmission. Donc ça sert à quoi le capital risque de transmission? À pouvoir racheter des entreprises, bien entendu. Alors, les modalités juridiques de l'opération, de la réalisation de l'opération, donc une augmentation de capital réservée à la société de capital risque est généralement votée en assemblée générale extraordinaire. Maintenant, si vous comprenez bien que selon la typologie du capital risque dont nous venons de parler, c'est beaucoup souvent, quand c'est une société qui se crée, je parle en particulier du capital risque création, l'assemblée générale extraordinaire, quand on est deux associés, c'est vite vu, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, il faut revenir sur Terre, hein, d'accord? Puisque ça ne fonctionne pas pour des sociétés avec des milliers d'actionnaires. Auquel cas, on pourrait comprendre que l'Assemblée générale extraordinaire soit réunie. Si c'est une société qui vient de se créer, l'Assemblée générale extraordinaire, elle est vite réunie, si vous voulez. On est d'accord? Alors, les objectifs et l'activité et les activités des sociétés de capital risque. Vous comprenez, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat de management ni de finance pour comprendre que l'objectif financier d'une société de capital risque, évidemment, c'est de réaliser à terme, alors le plus vite possible, bien entendu, une plus-value en capital, bien entendu, d'autant plus importante que le risque encouru est élevé. Plus ils investissent dans des sociétés dont le risque est élevé, plus ils attendent évidemment une plus-value importante. Et comment ils font pour justement récupérer leur argent? Donc les modalités de sortie des sociétés de capital risque. Eh bien, ce désinvestissement donc peut se réaliser par une cession à l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le chef, ça existe, le chef d'entreprise ou les associés qui ont été aidés au départ par la société de capital risque, eh bien, au bout de 2 ans, 3 ans, la société de capital risque, donc elle a aidé l'entreprise à se développer. Imaginons que l'entreprise marche bien, d'accord? Eh bien, la société de capital risque peut vendre ses parts au créateur de la société au départ, bien entendu. Ou alors une cession en bourse, évidemment,
C'est ça qu'ils espèrent tous, bien entendu, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus rémunérateur au départ. Vous aidez une entreprise, forcément qui est petite par définition, et elle s'agrandit et se développe jusqu'à une introduction en bourse. Alors là, évidemment, c'est jackpot. Ou alors, une cession à des autres tiers financiers. C'est aussi assez souvent ce qui se passe. On aide l'entreprise à se développer. Une fois qu'elle a atteint une taille qu'ils estiment suffisante, raisonnable, à un prix de cession qui leur permette de réaliser une plus-value qu'ils estiment suffisante, eh bien, hop, ils vendent à des tiers financiers, bien entendu. Alors ensuite, vous comprenez bien que selon le degré d'investissement des sociétés de capital risque, eh bien, elles exercent un contrôle quand même sur la gestion de la société, puisqu'ils ont mis de l'argent, souvent beaucoup plus que ne l'ont mis les créateurs de la société au départ, les actionnaires d'origine. Donc ils regardent quand même d'assez près cette gestion, bien entendu. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les quasi-fonds propres ou autres fonds propres. Alors ça, nous en avons déjà parlé quand nous avons fait l'analyse financière, vous vous souvenez, les titres participatifs et les avances conditionnées, entre autres. Là, on va aller un tout petit peu plus en détail. Donc le principe des quasi-fonds propres, qu'on appelle également autres fonds propres, il présente les caractéristiques suivantes. Il s'agit d'emprunts dont le remboursement est laissé à l'initiative de l'emprunteur, c'est ce qu'on appelle les titres participatifs, ou d'emprunts dont le remboursement est conditionné par l'aboutissement d'un projet. Vous vous souvenez, avance conditionnée, conditionnée à quoi? À la réussite de quelque chose, bien entendu. Ces emprunts peuvent être considérés comme des capitaux propres. Pourquoi? On l'avait déjà dit, puisque leur remboursement n'est qu'éventuel. C'est pour ça que c'est des quasi-fonds propres, vous vous souvenez, et ce n'est pas considéré comme étant des emprunts traditionnels. Alors, l'analogie avec les capitaux propres est renforcée lorsqu'une partie de la rémunération de ces emprunts est variable, comme les dividendes, comme le cas des titres participatifs. Justement, les titres participatifs, je vous rappelle que l'émission des titres participatifs est réservée aux sociétés et établissements du secteur public, aux sociétés coopératives et aux sociétés mutuelles d'assurance. Voilà pourquoi je vous disais, lorsque nous faisions l'analyse financière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'espère que oui, on a passé que quelques dizaines d'heures en dessus, n'est-ce pas? Mais bon, ça fait longtemps, donc vous avez peut-être oublié. Je vous avais dit que ça m'étonnerait qu'on vous embête dans le cadre de cette UE avec des titres participatifs. Pourquoi? Parce que le but de cette UE de finance, logiquement, c'est de travailler sur des sociétés de type privé et de type classique, et pas des sociétés du secteur public, pas des sociétés coopératives, pas des mutuelles d'assurance. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais il faut le savoir quand même, ça fait du bien. Qui peut le plus, peut le moins. Donc ces titres participatifs permettent à ces sociétés de recueillir des fonds propres sans altérer leur caractère public, coopératif ou mutualiste. Donc en principe, et vous comprenez pourquoi c'est plutôt réservé à ce type de société, parce que les titres ne sont remboursés qu'en cas de liquidation de la société. Ça veut dire que si la société n'est pas liquidée, c'est jamais remboursé. On est bien d'accord. Voilà pourquoi c'est considéré comme étant des quasi-fonds propres, puisque ce n'est pas remboursé sauf s'il y a liquidation de la société. Maintenant, il y a ce qu'on appelle également, parmi les quasi-fonds propres, ou les quasi-fonds propres, si vous préférez, il y a ce qu'on appelle les titres subordonnés à durée indéterminée, les fameux TSDI. Alors, qu'est-ce que sont les TSDI? Nous en avions déjà parlé. Ça s'appelle aussi des obligations perpétuelles et qui ne sont remboursables qu'à la liquidation de la société. Et leur renouvellement est subordonné au remboursement des autres créanciers, à l'exclusion de ceux qui ont souscrit des titres participatifs ou qui ont consenti des prêts participatifs. TSDI, là, je dois vous avouer que c'est regardé quand même d'assez près, parce que vous imaginez des obligations perpétuelles potentiellement. D'accord? Ça veut dire que perpétuellement, d'accord, vous percevez un dividende, d'accord, enfin, excusez-moi, des intérêts, bien entendu, puisque c'est quand même une obligation, mais le prix de remboursement qu'à la liquidation de la société. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas tous les jours qu'on émet des emprunts obligataires de ce type, sauf à penser, comme nous l'avons vu,
que les intérêts soient très importants, ce qui compense le fait, à la limite, de ne pas être remboursé. Je vous donne un exemple outrancier, je vous dis, j'émets un emprunt obligataire, vous me donnez-moi l'argent, laissez venir à moi les petits billets, donc vous me donnez de l'argent, et je vous dis, je ne vous rembourserai pas, sauf si je meurs, mais en contrepartie, je vous donne un taux d'intérêt de 10% perpétuellement. Peut-être que ça va vous intéresser quand même. Vous voyez, je vous vois sourire d'un seul coup. Vous voyez, dès que je parle d'argent, d'un seul coup, vous comprenez vite, là. D'accord? Donc, vous comprenez que CTSDI, ça existe, mais enfin bon, ce n'est pas la majorité des emprunts, bien sûr, obligataires. Ensuite, nous avons les fameuses avances conditionnées. Alors, les avances conditionnées, c'est quoi? C'est que l'État peut verser une avance à une entreprise en vue de financer des études, des recherches ou du développement de certaines fabrications. Et l'entreprise, comme je vous disais tout à l'heure, doit rembourser l'avance, éventuellement avec prime, en cas de succès du projet. Ça veut donc dire qu'en cas d'échec du projet, il n'y a pas de remboursement cadeau. D'accord? Ça reste acquis à l'entreprise. Vous comprenez bien, là aussi, la logique veut que l'État vous verse une avance conditionnée, après avoir quand même étudié, il faut l'espérer en tout cas, le projet et pas avantager des copains de la personne qui décide de celui d'accorder ou pas un prêt. Il faut quand même regarder ça de très près, sinon ça serait un abus de pouvoir, bien entendu. Ensuite, dans les quasi-fonds propres, sont intégrés, si vous préférez, ce qu'on appelle les comptes d'associés bloqués. Alors là, les comptes d'associés bloqués, vous le comprenez, hein, ce sont des comptes où les actionnaires ont laissé de l'argent qui n'est pas en capital, parce que sinon, par définition, ça serait en capital au sens strict, et c'est laissé en permanence à la disposition de la société par des associés, donc personnes physiques, et ça doit être incorporé dans un délai de 5 ans au capital et ils sont indisponibles jusqu'au jour de leur incorporation. Si vous voulez, on dirait que c'est une étape intermédiaire entre le compte courant classique et le capital en tant que tel classique. On est d'accord? Ça, c'est les quasi-fonds propres.